Il descend l'escalier et fait signe à un homme en sweat à capuche de l'autre côté. Ils se dirigent l'un derrière l'autre vers des toilettes publiques isolées. Après s'être assuré qu'ils n'ont été remarqués par personne, il prend l'argent des mains de l'homme. À l'aube, la police alertée boucle la scène. La victime assassinée la veille est couverte de sang, les yeux grands ouverts, effondrée dans des toilettes publiques emplies d'une odeur âcre. L'inspecteur enfile des gants et sort un téléphone portable de la victime, ainsi qu'un portefeuille avec sa carte d'identité, découvrant qu'il s'appelle Jacques. Et lorsque l'inspecteur soulève le bras posé sur sa poitrine, il découvre écrit un autre nom. Les deux policiers présents sur place paniquent, échangent un regard et quittent précipitamment les lieux. L'écriture sur le bras de Jacques est faite avec du rouge à lèvres. Un long cheveu trouvé dans un coin des toilettes ne semble pas masculin. Les éclaboussures de sang aux alentours prouvent que c'est bien le lieu du meurtre. L'inspecteur trouve également un soutien-gorge rouge sur la clôture extérieure. Tout semble indiquer que le meurtrier de la nuit dernière est probablement une femme. Malheureusement, les caméras de surveillance de la gare ont été sabotées. Impossible de confirmer d'autres caractéristiques du suspect. En d'autres termes, la police doit identifier le coupable à partir de ces indices limités. L'assistant a extrait l'historique des appels du téléphone de Jacques. Parmi eux, un contact nommé Mike. Le dernier signal capté était près de la gare. Mais maintenant, l'appareil est éteint. Impossible de le localiser. Le médecin légiste organise rapidement l'autopsie de Jacques, confirmant l'heure du décès. Entre 2h et 4h du matin le 14, le rein de Jacques a été arraché avec brutalité et un rein retiré sans précaution n'a aucune utilité, ce qui exclut l'hypothèse d'un trafic d'organes. Il s'agit plus probablement d'une intimidation ou d'un acte de vengeance. De plus, les coupures sur le corps sont très désordonnées. Certaines n'ont même pas évité les os. Il semble que le meurtrier n'ait pas beaucoup d'expérience. C'était probablement son premier meurtre. À peine l'inspecteur sort-il du commissariat que les deux policiers l'entourent pour faire le rapport. En fait, la victime Jacques était leur indicateur. Il l'appelait généralement par un nom de code. Mais concernant le type d'information que Jacques devait fournir, les deux policiers n'ont pas donné d'explication claire. Ils ont seulement insisté qu'ils n'avaient aucun autre lien avec Jacques. L'inspecteur n'accorde pas trop d'importance à leurs paroles. Le plus urgent est de se rendre au domicile de Jacques. Il vivait dans un bidonville rempli de cabanes, avec ses parents, dépendant les uns des autres. Sous une trappe se trouve un grenier qui était sa chambre. Étrangement, bien qu'ils vivent dans une telle pauvreté, chacun de ses vêtements contenait une somme d'argent importante. Même les tiroirs regorgeaient de liasses d'argent liquide. La mère de Jacques ignorait la provenance de cet argent. Lorsque l'inspecteur mentionne le nom de Mike, le père s'emporte soudain, disant que c'est cette personne qui a perdu Jacques. Il vit à 2 pâtés de maison. Tout le monde dans le quartier le déteste. Quand l'inspecteur trouve la famille de Mike, il apprend qu'il n'est pas rentré chez lui depuis la veille. Heureusement, la radio rapporte qu'il a été localisé grâce à son téléphone portable. Et les deux policiers ont entendu l'annonce à la radio. Ils craignent que leur secret ne soit révélé et se précipitent pour le devancer, alors qu'ils s'apprêtent à l'abattre pour le réduire au silence.